ravi de vous accueillir une nouvelle fois à la GACI pour cette 18e édition. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois et bienvenue de nouveau à ceux qui nous connaissent déjà. Je vais passer la parole rapidement à Stéphanie et Cyril. Je ne sais pas dans quel ordre ça va marcher. Jacques, il vous salue de loin, il est juste là, en tant que fondateur du festival et maire de ce village. Très fier d'avoir initié cette opération, je suppose, il vous le dira peut-être tout à l'heure. Voilà. Jacques, tu veux rien? Bon, ok. D'accord. Eh bien, écoutez, je passe la parole à qui finalement? Je vais dire deux mots. Voilà, ok. Bienvenue encore. Bonjour à tous. Merci de votre présence si nombreux. Puis, ce que je disais à certains, vous nous amenez le soleil, donc on en est ravis. Une journée entière pour découvrir cette 18e édition. Vous allez comme ça parcourir 22 expositions réparties dans 15 galeries avec voilà, un travail acharné depuis un an pour toute l'équipe. Donc on est très heureux de vous accueillir, mesdames et messieurs de la presse. Et puis un grand merci aussi à tous les artistes. So thank you for being here with us. And we will start for the program. Non, oula. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça va marcher. Non, moi, je vais vous faire un petit mot rapide pour vous présenter. Donc merci mesdames et messieurs de la presse d'être venus ici. Merci surtout aux photographes qui bravaient cette période de post-pandémie pour venir nous rejoindre. Il y a des photographes qui n'ont pas pu venir, toujours pour ces raisons de crise sanitaire, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est vrai que, comme le disait Stéphanie, le soleil est là, et c'est principal parce que, comme vous le savez bien, le festival de la GACI, c'est ce rapport entre l'homme et la nature, ce rapport de l'homme à la terre, et que cette année, on avait décidé, justement à cause de la crise sanitaire, d'avoir un monde à réenchanter. Et pour réenchanter ce monde, ça se faisait avec les artistes et avec les photographes. Comme vous le savez, chaque année, on a deux thématiques. On fait le focus sur un pays ou sur une région du monde, et également sur une thématique qui est plus environnementale. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'intitulé générique de ce festival, c'est Plein Nord. Alors pourquoi Plein Nord? Parce qu'on a décidé de montrer une boussole, d'un nouveau cap. Et quand on dit Plein Nord, c'est on avance, et on avance vers du plein Nord, c'est surtout aussi pour accueillir des photographes qui viennent du nord de l'Europe, de Norvège, de Finlande, d'Islande, de Suède, j'espère que j'en ai pas, et du Danemark également. Voilà. Plein Nord, c'est important pour nous parce que pourquoi ces photographes du Nord? C'est qu'ils sont en rapport direct de par leur histoire, de par leur culture, de par leur situation géographique. Ils ont quasiment un contact charnel avec la terre et avec la nature. C'est pas sans raison qu'on a une jeune fille comme Greta Thunberg qui aujourd'hui est un peu la porte-parole du réchauffement climatique parce qu'elle sait de quoi elle parle. Parce que pas loin de chez elle, il y a des glaciers qui fondent, il y a une nature qui se détruit et ce sont un peu des éclaireurs de cette terre. Et l'histoire de ces peuples qui remontent jusqu'aux lointaines contrées vikings, c'est une histoire assez mouvementée, c'est la rudesse de la terre, et c'est parce qu'ils connaissent bien leur terre, c'est parce qu'ils connaissent bien la nature, parce qu'ils ont su l'observer, qu'ils la respectent. Et parce qu'ils la respectent, ils parlent tous avec des approches photographiques différentes de cette terre qu'ils respectent. Et alors c'est difficile, il y a une douzaine d'expositions autour de des peuples du Nord, et autour des photographes qui viennent du Nord, c'est difficile de synthétiser, parce que les photographes sont nombreux. Donc on a essayé de montrer ces différentes approches photographiques, qui remontent avec de la photographie un peu historique, comme vous découvrirez Sung Johnson, qui est un photographe suédois des années 50, qui est disparu aujourd'hui, mais qui est un peu un éclaireur justement dans cette photographie aussi très poétique, très rurale, et dans lequel il y a un peu de Walker Evans.
Et puis, je vais leur demander peut-être de venir, ceux qui sont là, comme ça vous pourrez les voir et savoir de qui nous parlons. Donc, dans ces photographes venus du Nord, on a la chance, peut-être qu'il va lever la main, d'avoir Pentti Samalati. Pentti, qui est là. Donc c'est vraiment un grand honneur. Il vient de Finlande. Et c'est un des grands maîtres de la photographie. C'est quelqu'un qu'on respecte. Et avec l'équipe du festival, ça fait très très longtemps qu'on avait envie de l'avoir. On ne savait pas comment le mettre dans nos programmations. Donc là, ça s'imposait. Je vous dirais même que parce que Pentti Samalati, on souhaitait l'avoir parmi nous, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un déclic et de se dire tiens, la photographie du Nord et allons un peu plus loin. Donc c'est une image très poétique et vous la découvrirez en faisant une petite déambulation. On a dans une écriture qui est totalement différente, là je parle des photographes présents, on a Erik Johansson qui est ici. Erik Johansson, vous avez découvert le travail, là on n'est pas du tout dans le noir et blanc mais la poésie de Pentti, mais on est dans une image que je vous laisse découvrir, qui est une image, j'aime beaucoup, qui est très surréaliste et qui est très anachronique. Et en fait, plus vous regarderez une image d'Erik Johansson, et moins vous la comprendrez. Donc vous avez une première vision, puis arrêtez-vous devant l'image, arrêtez-vous devant la photo, et continuez à approfondir, et vous verrez que on est dans un autre monde, on ne sait plus quels sont les repères, quelle est la photo originelle, quelle est la photo originale, et il revendique véritablement la post-production. Donc ce travail-là, on est très heureux de l'avoir. Je ne sais pas si... Alors, il y a Olivier Morin et Pierre Fernandez, mais qui sont à l'hôtel, qui arrivent. Voilà, Olivier Morin et Pierre Fernandez de l'AFP qui sont là. Enfin bon, on a toute une variation, mais on vous emmènera se faire déambuler à travers l'Europe du Nord. Et puis on a cette double programmation avec le monde de demain, donc plein Nord et le monde de demain. Le monde de demain, c'est ce monde... pourquoi le monde de demain? On vient de traverser une crise sanitaire, ça c'est du jamais vu. Moi qui humblement ai 55 ans, j'avais jamais connu un tel chambardement et un tel chamboulement mondial. Où le temps s'est suspendu, le temps s'est arrêté, et on nous a fait revenir sur nous-mêmes, on s'est replié sur nous-mêmes, on nous a d'ailleurs exhorté à nous replier sur nous-mêmes, à ne pas bouger, à surtout pas se toucher, à pas s'embrasser, à quasiment pas se voir. Et on en a peut-être un peu oublié aussi ce monde extérieur. Et le monde de demain, c'est celui que nous voulons, que nous idéalisons, nous peut-être à l'Agassi, mais c'est aussi celui que nous refusons. Et dans ce monde que nous refusons, on a la chance d'avoir vraiment un artiste, c'est la 3e fois qu'on l'expose à l'Agassi, mais c'est la première fois qu'il vient ici, c'est Nick Brandt qui est ici. Et donc vous découvrirez au garage le travail. Nick Brandt, c'est un artiste exceptionnel, on l'avait exposé par 2 fois, comme je vous l'ai dit auparavant, dans les 10 dernières années, et puis avec ces images iconiques de cette faune, des Big Five, de cette faune sauvage d'Afrique. Et c'était un travail en noir et blanc, et là, il a basculé dans un travail en couleur. Ce monde que nous ne voulons pas, c'est celui que vous découvrirez, c'est-à-dire un monde où les animaux errent sans repère, les lions, les girafes, les rhinocéros, dans un monde sans repère où la ville s'est installée dans leur territoire. Et c'est une vision, je dirais peut-être pessimiste, mais c'est surtout une vision qui nous permet de réfléchir. Vous découvrirez ces images, il n'y a aucun trucage dans ces photos, sinon la superposition de deux images à chaque fois. Donc on est très heureux d'accueillir Nick Brandt, parce que c'est un honneur au festival de l'avoir parmi nous. Dans ce monde à réenchanter, parce que c'est important de réenchanter, il y a un monde que nous souhaitons voir préservé. Il y a des hommes, des femmes qui à travers le monde luttent pour essayer de conserver cet équilibre, cette matrice. Cette matrice, je la compare un petit peu à ce qu'on devrait retrouver dans des temps anciens. J'aimais beaucoup les images de l'Égypte antique, qui est une des plus belles civilisations qui nous fascine encore aujourd'hui. Pourquoi elle nous fascine, cette civilisation? C'est qu'il y a eu 3000 ans, 3000 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. 3000 ans d'un équilibre. D'ailleurs,
tout était fondé en Égypte sur le Ma'at. Le Ma'at, c'est l'équilibre et l'harmonie originelle que l'homme doit entretenir avec la terre. Et ce Ma'at, il y a encore des gens qui luttent pour le conserver et pour l'avoir. Vous savez qu'ici, nous sommes à la Gacilly. La Fondation Yves Rocher, cette année, célèbre ces 100 millions d'arbres plantés. C'est extrêmement important. Il y a des productions qui ont été réalisées pendant 3 ans pour accompagner, en racontant des histoires, avec des photographes de grand talent. Il y a eu déjà 6 expositions qui ont été faites sur ces systèmes de replantation. On a la chance d'avoir parmi nous Oula Lohmann. Oula qui vient d'Allemagne. Et Oula est parti à Madagascar. Justement, Madagascar qui est une terre où le déboisement, où la maltraitance de la terre est quasi quotidienne, mais il y a des ethnies qui essayent de préserver et de sauver ce qui peut être encore sauvé. Elle avait rencontré un prince. Elle ne nous racontera pas toutes les anecdotes qu'elle a eues avec ce prince malgache. Mais moi je les connais. Et qu'il a demandé en mariage, d'ailleurs on peut le dire, hein, je suis désolé, voilà, j'irai pas plus loin. Mais par contre, ce prince est extraordinaire, il a une réserve magnifique qui est sur la côte occidentale de Madagascar. Et son objectif est de sauver les lémuriens. Vous savez que les lémuriens sont une espèce endémique de Madagascar et que 95% des lémuriens sont aujourd'hui menacés de disparition. Et donc ce prince les sauve. Et de l'autre côté, sur la rive orientale, il y a des ethnies également qui essayent de préserver leur territoire naturel et vous le découvrirez Oula l'a merveilleusement photographié. Je parle principalement des photographes qui sont là pour leur rendre hommage et pour que vous puissiez mettre un nom, un visage sur un nom. Donc, mais dans ces autres expositions, il y a Pascal Maître qui ne peut pas être là parce qu'il est en reportage en ce moment. Il y a aussi Catalina Martin-Chicot, mais qui n'arrivera que ce soir parce qu'elle arrive directement de Panama. Donc la pauvre, il faut qu'elle se remette doucement d'un petit jet lag, mais elle va arriver. Et dans ce monde, alors je veux pas faire de bêtises parce que j'espère que je ne vais pas oublier, je ne sais plus où j'en suis, mais dans ce monde Harry Enchanté et dans ces nouvelles écritures, il y a aussi une volonté d'accompagner des politiques de production. On a le bonheur d'avoir Florence Joubert, qui est tout au fond. Voilà, ici, voilà. Florence, elle a eu une gageure, c'était pas facile. Donc on fait chaque année une commande avec le conseil départemental du Morbihan, où on met à l'honneur les femmes et les hommes de cette terre qui est notre terre bretonne. La Gacilly est une commune du Morbihan. Et Florence s'est intéressée aux innovateurs. Les innovateurs, on est en plein dans cette idée de la crise du Covid-19. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce monde à réenchanter, il faut aussi le réinventer. Et elle a photographié des hommes, des femmes, qui sont aussi bien dans des milieux associatifs, dans des milieux économiques, dans des milieux d'entreprise, entrepreneuriales, mais qui réfléchissent à des nouvelles solutions à nous donner pour que justement nous puissions rester en harmonie et en contact charnel avec cette terre qu'il faut préserver, puisque c'est un peu notre objectif, c'est de vous émerveiller, mais en prenant conscience aussi des grandes questions environnementales. Donc Florence Joubert qui est ici, il y a Aglaé Bory qui est là-bas. Donc ça c'était très joli aussi, elle vous parlera plus en avant de ça. Elle a travaillé sur le territoire, autour de la Gacilly, et sur le terme de la ruralité, et sur ces femmes et ces hommes qui habitent notre ensemble. Vous découvrirez dans un nouveau lieu, parce qu'on essaie de découvrir à chaque fois de nouveaux espaces à la Gacilly, et 2 nouveaux lieux qui ont été réalisés, et c'est vrai que ce lieu se prêtait totalement au travail d'Aglaé Bory, panoramique, sur les panoramas, l'homme, la terre, mais je vous laisse imaginer et je vous laisse découvrir ensuite. C'est la 6e année que nous travaillons aussi avec le magazine Fisheye pour découvrir des nouvelles écritures photographiques. Et dans ces nouvelles écritures photographiques, il y a un jury qui se réunit et on décerne ce prix à 3 lauréats qui sont exposés cette année. On a Iman Kietou. Ah voilà. Il vient du Maroc. C'est dans le jardin qui est derrière la maison de la photographie. Vous découvrirez son travail qui a été un vrai coup de cœur pour le jury.
un vrai coup de cœur aussi aujourd'hui pour le festival sur le bâti et on parle du bâti, de la ville, de l'homme qui peu à peu mue et disparaît. Mais ce sont des images qui sont souvent en triptyque ou en quadriptyque et qui ont une logique avec une très belle écriture, très novatrice, que moi je n'avais jamais vue dans cet esprit justement d'une nouvelle photographie. On a également Brieux Verlès, qui est là, qui est à notre lauréat. Je vous laisserai également découvrir son écriture photographique. Et quand on parle de pandémie et de Covid, justement, il est allé s'intéresser à tous ces scientifiques avec son approche personnelle qui réfléchissent pour nous à des solutions de demain en matière de nutrition, en matière organique et qui travaillent sur le monde du végétal pour éviter que nous collapsions. Et puis il y a un troisième travail, mais elle n'est pas là, hélas, donc on en reparlera plus tard. Mais enfin voilà, ce monde de demain, ces pays du Nord, c'était un peu une invitation, j'ai été un peu trop long. Je vois Jacques Rocher qui n'arrive pas à me regarder Il reste une personne. Ah, il y a une personne que j'ai oubliée. Mais parce qu'il n'est pas présent là, mais il sera là cet après-midi, c'est Mathias Depardon, prix Mathias, de la Fondation Hydrocher. Mathias Depardon, mais il n'est pas là. Voilà. Il n'est pas là, donc on n'en parle pas. Vous le rencontrerez mais cet Mathias après-midi. Depardon, vous le découvrez, c'est un travail remarquable, il sera là cet après-midi, sur ce qu'on appelle les larmes du tigre, c'est-à-dire c'est un travail qui fait au long terme, il travaille beaucoup sur l'Irak, il travaille beaucoup sur la Turquie, et depuis plusieurs années, il a montré justement cet appauvrissement des marais de Mésopotamie, qui sont des marais millénaires, qui ont été un berceau de civilisation, et qui aujourd'hui sont voués à la disparition, parce qu'on construit de plus en plus de barrages en Turquie, parce que les guerres aussi en Irak, et parce que la fin de la sédentarisation. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va démarrer. On va démarrer, me dit Stéphanie. Donc on va démarrer avec le travail d'Eric Johansson. Donc comme je vous me permettais de vous faire découvrir, voici le travail d'Eric Johansson. Eric Johansson qui est à mes côtés et qui est un petit peu un beau représentant de l'avant-garde photographique suédoise, puisque Eric Johansson est suédois, même s'il vit là principalement à Prague et en Tchécoslovaquie. Et comme je vous l'ai dit, on a intitulé cette exposition En trompe-l'œil. Et comme je vous le signifiais, plus vous vous approchez des images, plus vous les regardez et moins vous les comprenez. Donc vous avez une vision originelle. Et Eric Johansson est vraiment un spécialiste de la post-production, c'est-à-dire qu'il réalise plusieurs images, il les retravaille derrière pour nous donner cette ambiance surréaliste, mais toujours en rapport important avec la nature. So maybe it's better if I say in English. Maybe, all both. Yeah. All both. So Eric, we are very happy to see you here in Agassiz. You just arrived yesterday evening and you discovered this morning your work and your exhibits. Yep. And it's true that when we decided to select your work, it's because I think I had never seen such images. So can you explain to us how you work? Yes, it's a quite time-consuming, slow process. It usually starts with a very simple idea, and then I keep on working with it to try to incorporate the story and make it interesting and create something like a window into another world that looks much like the world we live in, but with some surreal twist somehow. So the realism has always been very important to me, and that means that I spend a lot of time trying to plan how I can capture it as realistic as possible. So it still means that it's usually a lot of different parts combined in Photoshop to create these images, but everything has been photographed by me, so it's kind of more about creating a photograph more than capturing a photograph in a way. So yeah, so I create around 10 images every year, and the work that we see here has a mostly strong connection to nature, and that's why it goes so well also here in this outdoor exhibition. So, And by example, Paul, this picture of the fish, yeah. how many images have you?
Yeah, so with the fish, for example, it's called Fishy Island, so it's referring to the fact that things can be maybe not always what you expect it to be. And in the case with that one, it's the upper part is photographed in one part in Sweden, the island is a different part, the house is a different part, and the fish is in a different part, so it all comes together. But it requires a lot of planning, that the perspective and light and everything has to be matching in order to really make it look this way. The house was yellow, so I actually even turned it red just in order to make it look more Swedish. Bon, je me permets juste de synthétiser rapidement, mais en gros, ce que nous dit Eric Johansson, c'est que il se balade un peu partout, il prend des dizaines d'images à chaque fois quand il se promène. Il n'a pas forcément une idée préconçue au départ de l'image qu'il va réaliser, et après il va créer un assemblage. Et à partir de cet assemblage, il essaye aussi de donner un sens. Le sens là par rapport à la nature est évident, et par rapport à l'absurdité de la nature est évident. Quand il nous parle de cette photo du poisson, il y a 5 ou 6 images différentes. Il y a une image du poisson, il y a une image de la présence humaine, l'image de la petite île est une image différente, l'image sous-marine est aussi différente. Enfin, il y a toute une composition, mais c'est quand il se retrouve avec ces différentes photos qu'il essaye de les matcher ensemble pour donner un sens. In Brittany, and there is one image, it was the last one that we received from you, and you wanted that the image to be there, is the image of Brittany there. Totally psychedelic and absurd. Yeah, it's. I've been to Brittany many times before. I have a friend living not so far from here, and I really like the landscapes and the rocks and the ocean and everything here. So I had this idea about creating a surrealistic mill in the middle of the ocean or in the middle of the sea. That you can take advantage of the falling water, but of course that doesn't really work on open water. It's the one over there, and all the different parts are photographed in Brittany. I just thought it would really fit here somehow. My friends even sent me a Brittany flag to Prague, so I could photograph the flag as well and incorporate it into the image. Donc effectivement, la photo qu'évoque Eric, c'est cette photo que vous voyez tout au fond de ce moulin dans la mer. Une grande utilité, mais et donc l'appareil n'a fait que des images en Bretagne. Il y a une image de l'île, il y a une image de la maison, il y a une image de moulin, il y a une image de la mer en elle-même, il y a une image aussi du drapeau breton, et c'est cette combinaison en fait à chaque fois qu'il essaye de réinventer. What is your inspiration and what do you want to show? So my inspiration to me can be really anywhere. It's more about putting yourself in a certain mode where you feel receptive for ideas. So I always try to carry a sketchbook with me. To me it can be just as inspiring to ride a bus looking out a window as it can be to go to art exhibition, for example. But I think it's a lot about thinking about finding unexpected combinations between different things and combining that with a story or some kind of message or something that I want to say with the image. And I guess topics that I keep coming back to is traveling, taking a step out into the unknown, how we as humans affect the world around us, and passage of time. Donc effectivement, il y a une recherche graphique, il y a une recherche de l'image, il y a une recherche de l'absurde, il y a aussi donner un sens, c'est-à-dire qu'on vit tous ensemble en communauté, et de montrer parfois l'absurdité justement de l'expérience humaine, et c'est aussi l'objet de son travail. So thank you very much, Eric. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Pentti Sammaletti, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un des grands maîtres de la photographie en noir et blanc. C'est quelqu'un qui correspond parfaitement à ce que nous aimons à l'Agassi, c'est-à-dire une qualité photographique, un rapport intime avec la nature, avec les grands espaces, et une vraie douceur et une vraie poésie dans ces images. Et c'est vrai que quand on regarde les photos de Pentti Sammaletti, elles sont toutes emplies d'une immense mélancolie, mais en même temps d'une grande beauté. C'est un grand observateur. On a l'impression parfois d'avoir des haïkus japonais. Ah, il arrive, Pentti, il est là. On a parfois l'impression d'avoir des haïkus japonais, et il nous montre aussi l'extrême fragilité de notre espace naturel.
Et c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur. On a essayé de monter cette exposition comme si on était en galerie intérieure. Pentti Samalati n'a pas l'habitude d'exposer en plein air, encore moins en grand format. D'habitude, ce sont toujours des petits formats qui sont très... et là, je laissais découvrir un petit peu ces images, mais c'est vrai qu'on a ce style qu'on retrouve. On a appelé ça Ici au loin parce qu'il s'intéresse, vous verrez, à sa terre natale qui est la Finlande, mais on va un petit peu partout. On arrive même en Inde, on est en Russie, auprès de la mer Baltique. C'est un immense voyageur, Pentti Samalati. Mais ce qu'on découvre et ce qu'on trouve, c'est que quand on est à regarder ces images en les épousant dans leur plénitude, on a l'impression qu'on est à chaque fois sur la même terre et qu'il y a une harmonie entre des paysages du Kazakhstan et même la Finlande. Et c'est ce qui fait toute la beauté de ces photographies. Donc, et peut-être, maybe... voilà, il sera disponible pour des questions, mais il préfère pas faire trop de discours. Donc, mais en tout cas, il est là. Et moi, je suis très heureux et merci beaucoup, Pentti, d'avoir accepté d'exposer en extérieur et en grand. So I stopped teaching photography, and then I decided that I don't see a public word about photography anymore. After 17 years of talking and talking and talking. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a 30 ans, il a arrêté d'enseigner la photographie. Il avait passé des années et des années et des années à parler de la photographie, et qu'aujourd'hui, il fait des photos, mais il n'aime pas trop parler de ses propres images, ni bien de la technique. On est dans une inspiration poétique, et en même temps, les plus beaux mots sont des images qu'il nous laisse. Bon, ça c'est beau ça. Alors Rax, magnifique. Moi j'adore, c'est Ragnar Axelsson. Donc là, on arrive dans le labyrinthe végétal, et on a quasiment habillé l'ensemble du labyrinthe, vous le verrez, avec les photos de Ragnar Axelsson. Sincèrement, ça a été un coup de cœur. Et en fait, il y avait tellement de photos. Quand il m'a envoyé son pré-choix, il y avait plus de 450 photos. Mais elles étaient toutes, enfin chacune était un bijou, chacune était exceptionnelle. Et puis, on a voulu montrer et immerger un petit peu le visiteur et le public dans son travail. Ça fait 30 ans qu'il explore le Groenland, qu'il explore l'Islande. C'est un photographe islandais, la terre de glace, l'Islande, au sens étymologique du terme. Et Ragnar Axelsson montre aussi l'interdépendance de l'homme avec ce milieu naturel qui est ultra rude. On est dans un monde, on n'est pas dans un monde de neige, parfois comme celui de Pentti Samalati, là on est dans un monde du gel. Donc là on est dans une terre très dure. Et tous les déplacements des populations qui se font dans ce nord de l'Islande ou au Groenland se font avec les chiens. Et les chiens sont l'éternel allié de l'homme. Et on ne sait pas s'il travaille sur l'homme, on ne savait pas s'il travaille plus sur ses chiens, mais en tout cas il montre ce monde extrêmement rude. Et il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup d'implication, parce que quand il part c'est des mois entiers. Il connaît parfaitement ces terres et ces contrées assez lointaines. Et je vous laisse découvrir, parce que c'est une itinérance et c'est un voyage avec lui. C'est quasiment 15 ans de travail. Pour ceux qui aimeraient son boulot, il vient juste de sortir un livre qui est vraiment exceptionnel, aussi bien en qualité de photogravure que la diversité des images. C'est un livre qui s'appelle Arctic Heroes. Arctic Heroes, les héros de l'Arctique, ce sont les chiens. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les chiens
qui accomplissent le travail. Et sans ces chiens, il n'y a plus d'hommes sur cette terre-là. Donc, je vous laisse découvrir, mais c'est vrai qu'il est, il y a certaines images, on ne sait même pas comment il a pu les faire. Pour moi, c'est un travail aussi bien documentaire, photojournalistique, artistique. Et bah voilà, les angles de vue qu'il arrive à prendre. Donc on est très triste qu'il ne puisse pas être là, mais il avait besoin pour venir d'Islande d'avoir un deuxième vaccin qu'il n'a pas réussi à obtenir dans les temps. Mais en tout cas, on pense fort à lui et j'espère qu'il viendra cet été. Voilà, je vous laisse découvrir. Deux petits mots, c'est que l'exposition de Ragnar continue. On a une petite respiration dans le labyrinthe avec deux expositions plutôt naturalistes. Celle de Tine Popé, qui est une photographe norvégienne, et celle de Sanna Canisto, qui est une photographe finlandaise. Là, on est dans un univers végétal. Après, vous rentrez dans un univers naturaliste et animalier, entre guillemets. Mais Tine Popé, c'est une artiste norvégienne qui a une vision, on va dire, un peu psychédélique du monde végétal. Cette exposition, vous rentrez doucement dans la nature avec des variations de tonalité, des variations de couleurs. Elle travaille sur l'éveil de la nature et sur de la photo qui est de la photo macroscopique. Et puis on quitte cette nature pour revenir dans un monde humain qui est un peu aseptisé. Et après vous irez voir Sanna Canisto, c'est assez étonnant. Sanna Canisto, c'est une photographe qui va se balader partout à travers le monde. Elle est allée en Amérique du Sud, en Italie, elle est allée en Russie. En fait, elle va partout où il y a des stations d'observation ornithologique. Et elle photographie tous les oiseaux. Donc il y a une vision chez elle qui est entre la photographie pure et l'observation scientifique. Et son travail, quand on le voit, c'est vrai que la première fois, on se dit « Ah bah tiens, ce sont des animaux empaillés. » En fait, elle a mis des animaux en studio et puis elle les a posés. Non, non, ils sont tous vivants. Tous les oiseaux sont vivants. Donc c'est quand même un travail de patience assez extrême. C'est pour ça que quand vous entrez, on a appelé ça vol au-dessus d'un studio, c'est quand vous entrez dans l'exposition, vous avez ces deux photos qui montrent justement les oiseaux qui s'envolent. Il faut qu'ils puissent se poser sur leur branchage et qu'après elles puissent s'approcher d'eux pour les photographier. Mais il y a un travail un peu comme ces vieilles planches naturalistes qu'on avait au 19e, où on reproduisait en dessin les oiseaux du monde. Elle a photographié tous les oiseaux du monde avec ce style si particulier, mais en les respectant, puisque effectivement tous ces animaux sont vivants. Et je peux vous dire que pour une prise de vue, il faut parfois plusieurs heures de patience pour réussir à capter ce que l'oiseau s'envole. Et donc je vous laisse faire un petit tour et après de repartir, de quitter le labyrinthe en continuant l'exposition de Ragnar Axelsson.